Dans ce deuxième module, on va s'intéresser aux obligations fiscales et sociales d'un chauffeur VTC. Vous êtes chauffeur VTC, vous avez réussi votre examen VTC, vous avez votre carte professionnelle et vous êtes inscrit au registre des VTC. Avant de commencer à pouvoir transporter vos clients, vous avez dû choisir la façon avec laquelle vous vouliez exercer votre activité de chauffeur VTC. En effet, cette activité peut s'exercer de deux façons, soit en passant par une entreprise individuelle, qui est souvent assimilée au statut d'auto-entrepreneur, soit en créant une société. Si vous avez fait le choix de passer par la création d'une entreprise individuelle, ça signifie que vous exercez l'activité de chauffeur VTC en votre nom, alors que si vous avez décidé de créer une société, vous exercez l'activité par l'intermédiaire d'une autre entité. La plupart du temps, soit vous êtes auto-entrepreneur, soit vous avez créé une société à associé unique, c'est-à-dire une SASU. Que vous soyez dans une situation auto-entrepreneur ou dans l'autre SASU, chaque chauffeur VTC va être confronté à un certain nombre d'obligations fiscales et sociales. Dès qu'on parle d'obligations fiscales ou sociales, les esprits se crispent légèrement car ce sont deux domaines particulièrement complexes, ou du moins complexes en apparence. En réalité, il suffit de reprendre les obligations fiscales et les obligations sociales point par point pour se rendre compte que ce domaine n'est pas si compliqué et qu'il faut dédramatiser le caractère complexe de ces obligations. Dans ce deuxième module, nous allons donc faire le point ensemble sur les obligations fiscales et sociales qui concernent les chauffeurs VTC. L'objectif est pour vous de faire le tour de ces différentes obligations et de ne pas appréhender les déclarations fiscales et sociales auxquelles vous allez forcément être confrontés. Quelles sont les obligations fiscales d'un chauffeur VTC ? En effet, un chauffeur VTC a un certain nombre d'obligations fiscales. Malheureusement, ces obligations ne sont pas les mêmes pour tous les chauffeurs VTC. Les différences s'expliquent principalement par le fait qu'une auto-entreprise et une société ne sont pas imposées de la même façon. Pour pouvoir parler des obligations fiscales des chauffeurs VTC, il faut donc faire une distinction entre les chauffeurs VTC qui exercent leur activité sous la forme d'une auto-entreprise et ceux qui exercent leur activité sous la forme d'une société. On vient de voir que lorsqu'un chauffeur crée une société, il crée une entité distincte de sa personne, alors que lorsqu'il fait une déclaration d'auto-entreprise, il exerce l'activité de chauffeur VTC en son nom. Cela signifie en pratique qu'en cas de déclaration d'auto-entreprise, il n'y a qu'une seule personne à imposer fiscalement, c'est vous, alors qu'en cas de création d'une société, il y a deux personnes à imposer fiscalement, vous et la société. Les règles sont donc forcément différentes. Les obligations fiscales sont celles qui se rapportent aux impôts. Les impôts, c'est généralement un prélèvement fait pour financer l'État et les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions ou encore les départements. Il existe une multitude d'impôts différents, et heureusement, chaque personne n'est pas redevable de tous les impôts existants. On va donc faire le point sur les impôts dont on parle le plus souvent, et qui concernent surtout la plupart des chauffeurs VTC. On vient de dire qu'il existe un certain nombre d'impôts en France, mais heureusement, les chauffeurs VTC ne sont pas concernés par tous ces impôts. Ils sont toutefois concernés par les principaux. Les deux impôts les plus importants en pratique sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Ce sont deux impositions des bénéfices, c'est-à-dire des revenus. La seule différence entre les deux, c'est que l'impôt sur le revenu vise les revenus perçus par une personne, alors que l'impôt sur les sociétés vise les revenus perçus par une société. En principe, chaque chauffeur paye donc de l'impôt sur le revenu et chaque chauffeur est concerné par l'impôt sur les sociétés s'il exerce son activité par l'intermédiaire d'une société. C'est un résumé assez schématique de la situation, car il existe en pratique des nuances, mais la plupart du temps, ce schéma se vérifie. Un autre impôt très important à étudier va être la TVA. Elle ne concerne pas forcément tous les chauffeurs VTC, car certains bénéficient de ce que l'on appelle une franchise de TVA.
Ne pas être assujetti à la TVA peut vous sembler être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas du tout le cas tout le temps. Il faut étudier votre situation pour savoir ce qui est réellement le plus intéressant. Le quatrième impôt qu'il peut être intéressant d'étudier est la CET, la contribution économique territoriale. C'est un impôt assez particulier, dont le mode de calcul est relativement obscur, et il a vocation à financer directement les collectivités territoriales. Il est possible, dans certaines conditions, d'être exonéré de la CET, ce qui peut s'avérer être une économie d'impôt non négligeable pour vous. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de comprendre les conditions et de voir si vous pouvez bénéficier ou non d'une exonération de CET. On va attaquer la première étape des obligations fiscales d'un chauffeur VTC avec l'impôt qui concerne obligatoirement tous les chauffeurs VTC, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Chaque chauffeur est en principe concerné par cet impôt, qu'il exerce son activité par l'intermédiaire d'une auto-entreprise ou par l'intermédiaire d'une société. Selon son choix, il est juste plus ou moins imposé à l'impôt sur le revenu. En effet, s'il a une société, il est en principe concerné par l'impôt sur le revenu, mais également par l'impôt sur les sociétés. Son imposition est donc divisée entre les deux. On va s'intéresser à la différence d'obligation liée à l'impôt sur le revenu entre le chauffeur VTC sous le statut d'auto-entrepreneur et le chauffeur VTC qui dirige une société. La façon de calculer l'impôt sur le revenu et de le payer est complètement différente entre les deux et il faut en avoir conscience. Qu'est-ce que l'impôt sur le revenu ? C'est un impôt qui vise tous les revenus perçus par un foyer fiscal. Un foyer fiscal est composé de vous, votre conjoint et éventuellement de vos enfants jusqu'à ce qu'ils travaillent eux-mêmes. C'est donc une imposition des personnes et on a déjà dit que c'était ce qui faisait la différence principale avec l'impôt sur les sociétés qui impose les revenus d'une société. Pour les personnes, les revenus peuvent être de sources différentes, car il existe plusieurs sous-catégories au sein de l'impôt sur le revenu. Prenons un exemple, sur une année. Votre femme est salariée et elle touche donc un salaire qui sera imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le même temps, vous avez vendu votre voiture et vous avez fait, imaginons, une plus-value qui va être imposée au titre de l'impôt sur le revenu. Et vous êtes chauffeur VTC en auto-entrepreneur. Vous avez réalisé un bénéfice qui va également être imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Pour cette année-là, vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur des revenus d'origine différente, le salaire de votre femme, la vente de votre voiture et le bénéfice de votre activité de chauffeur VTC. C'est donc un impôt très large, qui a pour but d'imposer tous les revenus perçus par votre foyer sans distinguer leur origine. Si vous exercez votre activité de chauffeur VTC sous la forme d'une société ou en ayant fait une déclaration d'auto-entrepreneur, les conséquences ne sont pas les mêmes au niveau de l'impôt sur le revenu. La première situation sur laquelle on va se pencher est celle dans laquelle vous êtes dirigeant de société. Il faut savoir qu'il y a deux façons d'imposer une société, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Pour chaque société, il existe un principe d'imposition. Ensuite, vous avez souvent, la plupart du temps, la possibilité d'opter pour l'autre type d'imposition. Pour prendre un exemple, une SASU est par principe soumise à l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez tout à fait choisir en optant qu'elle sera imposée à l'impôt sur le revenu. Vous êtes donc le dirigeant d'une société qui est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés, mais qui peut potentiellement être soumise à l'impôt sur le revenu. Si votre société est soumise à l'impôt sur le revenu, ça signifie que vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur plusieurs sources en même temps. Sur les bénéfices de votre société, sur la rémunération que vous percevez en tant que gérant de la société et sur les dividendes que vous pouvez éventuellement vous verser si vous êtes associé. Par exemple, si au cours d'un exercice, la société a réalisé un bénéfice de 20 000 €, dans le même temps, vous vous êtes versé une rémunération de 8 000 € et vous avez touché 2 000 € de dividendes. Vous allez donc devoir déclarer 20 000 plus 8 000 plus 2 000, c'est-à-dire 30 000 € au titre de l'impôt sur le revenu,
pour votre activité de chauffeur VTC. Une seule déclaration à l'impôt sur le revenu suffira pour être à jour dans votre déclaration fiscale sur ces revenus perçus. Maintenant, si on prend la deuxième situation et que votre société est soumise à l'impôt sur les sociétés, ça veut dire que vous allez payer de l'impôt sur le revenu uniquement sur la rémunération que vous percevez en tant que gérant de la société et sur les dividendes que vous pouvez vous verser si vous êtes également associé. Le bénéfice de la société ne sera pas imposé à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur les sociétés. Pour reprendre l'exemple que l'on vient de voir, si votre société avait réalisé les mêmes chiffres, c'est-à-dire un bénéfice de 20 000 euros, que vous vous êtes versé la même rémunération de 8 000 euros et que vous avez toujours touché 2 000 euros de dividendes, vous allez devoir déclarer uniquement votre rémunération et les dividendes, c'est-à-dire 8 000 plus 2 000 euros. En tout, vous allez déclarer 10 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Les 20 000 euros de bénéfices réalisés par la société ne seront pas imposés à l'IR, mais à l'impôt sur les sociétés. Si on résume ce que l'on vient de dire, il y a donc deux hypothèses. Soit votre société est imposée à l'impôt sur le revenu et vous déclarez au titre de l'IR toutes les sommes réalisées par la société et toutes les sommes que vous recevez de la société, soit votre société est imposée à l'impôt sur les sociétés et vous déclarez uniquement au titre de l'IR les sommes que vous recevez de la société. Les revenus réalisés par la société seront quant à eux imposés à l'IS. On vient de voir comment se passait l'imposition à l'IR lorsque vous êtes le dirigeant d'une société. La situation est différente si vous êtes dans la situation dans laquelle vous exercez votre activité de chauffeur VTC par l'intermédiaire d'une auto-entreprise. Dans cette situation, il faut savoir que la question de l'impôt sur les sociétés ne se pose jamais. Une auto-entreprise n'est jamais imposée à l'impôt sur les sociétés. Elle est toujours imposée à l'impôt sur le revenu. Cela signifie donc que si vous êtes auto-entrepreneur, tous les revenus réalisés par la société vont être imposés au titre de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne la rémunération de l'auto-entrepreneur, il est nécessaire d'avoir compris un point important. Le bénéfice réalisé par l'auto-entreprise constitue en soi la rémunération de l'auto-entrepreneur. On ne fait pas de distinction entre le bénéfice de l'auto-entreprise et la rémunération de l'auto-entrepreneur. En pratique, cela signifie que si une auto-entreprise réalise un bénéfice de 25 000 euros, l'auto-entrepreneur pourra se servir dans ces 25 000 euros pour se verser ce qu'il souhaite en guise de rémunération, sachant que dans tous les cas, il devra déclarer uniquement 25 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas la même différenciation à faire que dans l'hypothèse où vous êtes chauffeur VTC et dirigeant de société. On va voir par la suite que lorsque vous êtes auto-entrepreneur, le mode de calcul de l'impôt sur le revenu est complètement différent car vous bénéficiez d'un régime fiscal qui est en principe réputé pour être avantageux. On vient de voir que selon votre situation, vous avez plus ou moins de revenus à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. Si vous êtes dirigeant d'une société qui est soumise à l'IR, vous allez déclarer le bénéfice de votre société et la rémunération que vous percevez. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez déclarer uniquement le bénéfice de votre entreprise. Comment calculer ce que vous devez déclarer ? On peut directement évincer le calcul de votre rémunération, car il suffit de déclarer uniquement ce que vous avez perçu. En revanche, il existe deux calculs différents pour arriver au montant du bénéfice qu'il faut déclarer. Première hypothèse, si vous êtes le dirigeant d'une société, cette société va réaliser un chiffre d'affaires qui va correspondre à la somme de tout l'argent encaissé par la société, c'est-à-dire en pratique la somme de toutes les courses que vous allez effectuer. Il serait injuste d'être imposé sur votre chiffre d'affaires, car cela supposerait que le chiffre d'affaires correspond à ce que vous avez réellement gagné.
Or, ce n'est pas du tout le cas, car vous avez réalisé un certain nombre de dépenses qui font diminuer ce que vous avez gagné. Il s'agit des frais d'essence de la voiture, des frais de location, encore de remboursement de votre voiture ou encore votre assurance. C'est la raison pour laquelle le bénéfice que vous allez déclarer au titre de l'impôt sur le revenu correspond en principe à votre chiffre d'affaires moins les dépenses que vous avez effectuées. Grâce à ce mécanisme, vous êtes imposé uniquement sur ce que vous avez réellement gagné. Par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires de 20 000 euros et que vous avez dépensé 11 000 euros de frais, vous allez déclarer seulement la différence entre les deux, c'est-à-dire 9 000 euros, dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est ensuite imposé avec un barème progressif, c'est-à-dire que plus votre revenu augmente et plus le taux d'imposition est élevé. Il faut savoir que le taux de l'imposition de l'IR varie entre 0% et 45%. C'était la situation dans laquelle vous êtes dirigeant d'une société. Maintenant, si vous êtes auto-entrepreneur, vous bénéficiez d'un régime, on l'a déjà dit, normalement plus simple et en principe plus avantageux. Vous avez le choix entre deux façons de déclarer. Le premier choix que vous pouvez faire, c'est celui de vous dire que vous allez réaliser un chiffre d'affaires et plutôt que de vous embêter à compter toutes vos dépenses et à garder un justificatif pour chacune de ces dépenses, vous allez pouvoir profiter d'un abattement qui correspond à une estimation de vos frais. Cet abattement correspond à la moitié de votre chiffre d'affaires. Par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires de 20 000 euros, vous allez déclarer uniquement la moitié, c'est-à-dire 10 000 euros, au titre de l'impôt sur le revenu. Si vous aviez en réalité dépensé 9 000 euros et pas 10 000 euros de frais, tant mieux pour vous. Mais à l'inverse, si vous aviez dépensé 11 000 euros, tant pis pour vous. Vous ne pouvez pas changer le montant de l'abattement. Il correspond à 50% de votre chiffre d'affaires, quelle que soit la réalité de vos dépenses. C'est la raison pour laquelle c'est un système avantageux, mais qui peut se révéler contraignant si vous vous rendez compte que vos dépenses représentent en réalité plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Dans le deuxième choix qui s'offre aux auto-entrepreneurs, vous pouvez opter pour ce que l'on appelle le prélèvement libératoire forfaitaire. En pratique, cela signifie que vous avez réalisé un chiffre d'affaires et on ne regarde même pas les dépenses que vous avez effectuées. On fait automatiquement un prélèvement de 1,7% de votre chiffre d'affaires et en contrepartie, vous n'avez plus rien à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. Cette option peut être intéressante car vous voyez bien que le taux de 1,7% est largement inférieur au taux de l'IR, qui est en principe de 14%, voire de 30%. En résumé, soit vous êtes dirigeant d'une société à l'IR et vous déclarez votre chiffre d'affaires diminué de tous les frais que vous avez engagés, soit vous êtes auto-entrepreneur et vous avez alors deux options, soit vous déclarez votre chiffre d'affaires que vous avez divisé par 2 grâce à l'abattement de 50%, soit vous faites le choix d'opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire, et dans ce cas-là, on prélèvera 1,7% de votre chiffre d'affaires, ce qui vous évitera de faire une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de votre auto-entreprise. Quand faut-il faire votre déclaration d'impôt sur le revenu ? En effet, l'impôt sur le revenu est un impôt déclaratif, ce qui veut dire que c'est à vous de faire une déclaration. Et l'administration vous enverra par la suite le montant d'impôt sur le revenu à payer en fonction de votre déclaration. En réalité, pour savoir quand il faut déclarer votre impôt sur le revenu, cela dépend encore une fois de la situation dans laquelle vous êtes. Tous les chauffeurs VTC doivent faire une déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, ce qui revient à faire le point, une fois par an, sur la totalité des revenus que vous avez perçus. En l'absence de précision, le paiement se fait quant à lui par acompte provisionnel tous les 3 mois. Vous pouvez toutefois faire le choix d'opter pour le prélèvement mensuel, ce qui vous permet de payer tous les mois et d'avoir donc une sortie de trésorerie étalée tout au long de l'année. Si vous êtes auto-entrepreneur
et que vous avez opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire que l'on vient d'étudier, la situation est différente. On vient de voir que cette option vous permet d'être imposé sur 1,7% de votre chiffre d'affaires et qu'en contrepartie, vous n'avez pas de déclaration d'impôt sur le revenu à faire à ce sujet. Cela signifie donc que si vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas besoin d'inclure les revenus générés par votre auto-entreprise dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. En résumé, vous devez en principe faire une déclaration d'impôt sur le revenu tous les ans et le paiement se fait tous les 3 mois ou tous les mois en fonction du choix que vous avez fait. Est-ce qu'il existe des sanctions si vous ne faites pas votre déclaration ou si vous déclarez mal ? Il existe un certain nombre de sanctions qui visent plusieurs situations. Ça va être d'abord celle de l'absence de déclaration, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout fait votre déclaration. L'insuffisance de déclaration, c'est-à-dire que vous avez fait votre déclaration mais vous n'avez pas déclaré la totalité de votre revenu. On trouve la situation d'erreur de déclaration, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé lorsque vous l'avez rempli, et celle de retard de déclaration. Il s'agit simplement d'un oubli, vous avez laissé passer la date, mais vous avez fini par faire votre déclaration. Donc déjà, il faut savoir que si vous êtes en retard pour déposer votre déclaration, il y a ce que l'on appelle des intérêts de retard qui vont commencer à courir. Ils sont d'un montant de 0,4% par mois. Ça peut ne pas vous sembler énorme, mais les montants peuvent en réalité très vite grimper et devenir importants, vu que ça s'accumule et que ça s'ajoute mois par mois. Ensuite, il existe d'autres sanctions qui peuvent être très importantes, notamment si l'administration fiscale estime que vous avez volontairement oublié de déclarer certains revenus. Elle va alors considérer que c'est ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses et elle appliquera une majoration de 40 à 80% en fonction de votre situation. Pour le coup, ça entraîne une imposition qui peut quasiment doubler par rapport à ce qu'elle aurait été si la déclaration avait été complète dès le début. Il est donc très important d'être honnête dans vos déclarations, car l'administration a tendance à très facilement estimer que c'est une manœuvre frauduleuse de votre part, et il faut ensuite aller devant le juge pour contester, ce qui implique nécessairement des frais d'avocat. On va maintenant s'intéresser au rapport entre les chauffeurs VTC et l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas comme pour l'impôt sur le revenu. Tous les chauffeurs VTC ne sont pas concernés par l'impôt sur les sociétés, car certains ont fait le choix d'exercer leur activité sans passer par la création d'une société. On constate cependant que de plus en plus de chauffeurs VTC font le choix de passer par l'intermédiaire d'une société. Il est donc intéressant pour vous de commencer à vous renseigner sur le sujet, même si vous n'êtes pas directement concerné aujourd'hui. Si demain vous créez une société, il est toujours bon de savoir à quoi vous attendre. Avant de nous pencher un peu plus sur les obligations fiscales liées à l'impôt sur les sociétés, on va commencer par faire un bref rappel de l'impôt sur les sociétés en lui-même pour être à jour sur cette notion. Qu'est-ce que l'impôt sur les sociétés ? On a déjà étudié l'impôt sur le revenu, qui concerne l'imposition des revenus d'une personne et de son foyer fiscal, et on a déjà dit que la différence entre les deux était que l'impôt sur les sociétés a été créé dans la même optique d'imposition des revenus, mais cette fois d'imposition des revenus perçus par une société. On peut donc tout simplement résumer cet impôt en disant qu'il est là pour imposer le bénéfice que réalise une société. Est-ce qu'un chauffeur VTC qui exerce son activité sous le statut d'auto-entrepreneur est confronté à l'impôt sur les sociétés ? Si vous avez compris ce que l'on vient de dire, vous savez maintenant qu'un auto-entrepreneur n'est pas concerné par l'impôt sur les sociétés. Il a créé une auto-entreprise, qui est une forme d'entreprise individuelle, et qui est totalement imposée à l'impôt sur le revenu. Il n'est même pas possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes chauffeur VTC sous le statut d'auto-entrepreneur, la question de l'impôt sur les sociétés ne se pose donc absolument pas pour vous. On vient de dire que pour l'auto-entrepreneur, la question de l'impôt sur les sociétés ne se posait pas. Il en va différemment lorsque vous exercez votre activité de chauffeur VTC par l'intermédiaire d'une société.
On vient de voir qu'une société peut être imposée à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Chaque société a une imposition de principe et il est souvent possible d'opter pour l'autre type d'imposition. Lorsque vous exercez votre activité par l'intermédiaire d'une SASU ou d'une SAS ou encore d'une SARL, le principe pour votre société est l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Dans cette hypothèse, vous allez devoir faire une déclaration d'impôt sur les sociétés pour vous permettre de déclarer le bénéfice de votre société et une déclaration d'impôt sur le revenu pour déclarer le montant de votre rémunération perçue ainsi que les éventuels dividendes si vous êtes également associé de la société. A l'inverse, si vous avez opté pour l'impôt sur le revenu, vous ne serez absolument pas concerné par l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est calculé sur le bénéfice réalisé par la société. Ce bénéfice, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les dépenses que va effectuer la société. Pour votre information, la rémunération que la société vous verse pour votre poste de dirigeant est déductible de votre résultat imposable. Il faut toutefois que votre rémunération ne soit pas excessive, car si c'est le cas, la déduction de votre rémunération ne sera plus possible. Le fait de pouvoir déduire le montant de votre rémunération permet de faire une déclaration de résultat plus faible que celle que vous auriez fait sans cette déduction et vous permet donc de payer moins d'impôts. Vous avez calculé votre résultat imposable et il existe ensuite 2 taux d'imposition différents. Pour votre information, le taux normal de l'impôt sur les sociétés a longtemps été de 33%. Désormais, le taux normal de l'IS baisse progressivement dans le but d'atteindre à terme 28%. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de transition et le taux de 28% est applicable uniquement pour les 500 000 premiers euros. Dès que vous aurez dépassé 500 000 euros de bénéfices, le taux est aujourd'hui de 31%. En principe, aujourd'hui, il y a donc 2 taux d'impôt sur les sociétés qui vous concernent normalement. Il existe d'abord ce que l'on appelle le taux réduit. Ce taux est de 15%, mais il s'applique uniquement jusqu'à 38 120 euros de bénéfices. Et au-delà de 38 120 euros de bénéfices, et du coup jusqu'à potentiellement 500 000 euros de bénéfices, on applique le taux qui deviendra plus tard le taux normal d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire le taux de 28%. Quand est-ce que vous allez devoir faire votre déclaration d'impôt sur les sociétés si vous êtes dans une situation où votre société est concernée par cet impôt? Sachez qu'il faut faire une déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que vous allez devoir déclarer tous les ans ce que votre société a réalisé comme résultat. En ce qui concerne le paiement, de la même manière que pour l'impôt sur le revenu, il est fait de façon fractionnée par le paiement d'acompte tous les 3 mois. Cela signifie donc qu'en pratique, vous pouvez payer votre impôt sur les sociétés en 4 fois, ce qui va avoir pour conséquence de lisser vos sorties de trésorerie. Vous êtes obligé de payer l'impôt sur les sociétés par le biais d'acompte, ce n'est pas une option. La seule raison qui pourrait faire que vous n'êtes pas obligé de payer par acompte, ce serait l'hypothèse dans laquelle le montant de votre impôt sur les sociétés est inférieur à 3 000 euros. En résumé, il n'est pas bien compliqué de respecter ces obligations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés. Il suffit uniquement de faire une déclaration annuelle. Est-ce qu'il existe des sanctions si vous ne faites pas votre déclaration ou si vous déclarez mal? On s'est déjà posé cette question pour la déclaration de l'impôt sur le revenu. La réponse est quasiment la même en ce qui concerne la déclaration d'impôt sur les sociétés. On retrouve les intérêts de retard de 0,4% par mois, les majorations pour insuffisance ou absence de déclaration, sachant que ces majorations peuvent atteindre les 80% si l'administration estime qu'il s'agit de manœuvres frauduleuses de votre part. Il faut donc être très attentif dans votre déclaration d'impôt sur les sociétés, car une erreur ou une insuffisance de déclaration peut très vite vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous auriez dû payer initialement. On vient de faire le tour de l'imposition des bénéfices, que ça passe par l'imposition à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, et il est temps de se pencher sur la question de la TVA. Seule une partie des chauffeurs VTC est confrontée à la TVA,
car il existe un régime spécifique pour les auto-entrepreneurs. On parle alors de franchise de base de TVA. Ils ne sont pas assujettis à la TVA et on verra plus tard les conditions et les conséquences, positives et négatives, de ce régime de franchise de base de TVA. Toujours est-il qu'un certain nombre de chauffeurs VTC exercent leur activité sous le statut d'auto-entrepreneur et bénéficient de cette franchise de TVA. Ils sont donc considérés comme des consommateurs normaux et ils n'ont pas d'obligation déclarative concernant la TVA. Cependant, tous les chauffeurs VTC ne sont donc pas concernés par la problématique de la TVA, ce qui arrange un certain nombre d'entre eux, car la TVA est un impôt relativement complexe. Toutefois, aussi étrange que cela puisse paraître au premier abord, il peut parfois être intéressant d'être assujetti à la TVA. On va faire le point ensemble sur cette notion de TVA pour que ce soit plus clair pour vous et que vous n'ayez pas peur de l'appréhender. Ça aide de comprendre ce qu'est la TVA. Donc, qu'est-ce que la TVA ? C'est l'acronyme de taxe sur la valeur ajoutée. On parle d'impôt indirect sur la consommation. C'est un impôt indirect parce que ce n'est pas un impôt que vous avez réellement l'impression de payer. C'est un impôt sur la consommation parce que vous le payez au quotidien dès que vous achetez quelque chose. Par exemple, lorsque vous allez faire des courses et que vous achetez vos aliments, vous payez de la TVA, qui est entre 10 et 20% en règle générale. Ça veut dire que sur un panier de 100 €, vous allez payer entre 10 et 20 € de TVA, ce qui est quand même conséquent. On est tous d'accord pour dire que c'est moins traumatisant de payer un impôt de cette façon que de recevoir votre avis d'imposition sur le revenu d'un montant de 1 000 € à payer. Pour autant, il est probable que la plupart d'entre nous payent plus de TVA que d'impôt sur le revenu pendant leur année. Cet impôt a vocation à être supporté par ce que l'on appelle le consommateur final, c'est-à-dire la personne qui achète le produit pour sa propre consommation et non dans l'idée de le revendre. Toutes les personnes qui ne sont pas des consommateurs finaux sont en principe assujetties à la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Si vous êtes assujetti à la TVA, cela entraîne 3 conséquences. Premièrement, vous payez de la TVA lorsque vous achetez quelque chose, ce qui est la même chose qu'un consommateur final. Deuxièmement, vous pouvez déduire la TVA que vous avez payée en achetant cette chose. Et troisièmement, vous facturez de la TVA lorsque vous revendez ça à vos clients. Vous êtes donc considéré comme un intermédiaire. Vous payez de la TVA sur ce que vous achetez, vous facturez de la TVA sur ce que vous vendez, et vous versez la différence au trésor public. Lorsque vous êtes assujetti à la TVA, en réalité, cela ne veut donc pas dire que vous allez devoir payer de la TVA, vous allez juste jouer le rôle d'intermédiaire et l'imposition sera neutre pour vous. En revanche, ce qui est un peu plus compliqué, notamment en termes de démarche, c'est qu'en étant un intermédiaire pour l'État, vous allez donc devoir accomplir un certain nombre de formalités et de déclarations pour être à jour. Est-ce que le chauffeur VTC qui exerce son activité sous le statut d'auto-entrepreneur est concerné par la TVA ? On l'a déjà évoqué, mais les auto-entrepreneurs bénéficient en principe d'un régime particulier que l'on appelle la franchise de base de TVA. L'entrepreneur qui est en franchise de TVA ne facture pas de TVA à ses clients. Il doit faire figurer cette mention sur ses factures, TVA non applicable, article 293 bis du Code général des impôts. Le mécanisme de la franchise de TVA a été mis en place pour favoriser les petites entreprises et il est important de comprendre ses avantages et ses inconvénients. Premièrement, cela vous donne la possibilité de facturer moins cher ou avec plus de marge. En effet, le fait de pouvoir facturer sans TVA permet soit d'afficher un prix 10% moins cher que ses concurrents, qui sont eux obligés de facturer de la TVA, soit cela vous permet de mettre le même prix que vos concurrents et d'avoir une marge plus importante. À titre d'information, le montant de la TVA est fixé à 10% pour le transport de personnes, c'est-à-dire pour votre activité de chauffeur VTC, alors même que le taux normal de la TVA est en principe de 20%. Ensuite, un autre avantage de la franchise de base de la TVA est de pouvoir éviter un certain nombre de formalités. L'entrepreneur n'a pas à collecter la TVA pour le compte du Trésor public. En tant qu'auto-entrepreneur soumis à ce régime,
Vous n'avez donc pas à faire de déclaration de TVA, ce qui vous enlève une obligation fiscale importante. Cependant, il n'y a évidemment pas que des avantages au régime de franchise de base de la TVA. L'inconvénient le plus important pour vous va surtout être l'impossibilité de récupérer la TVA sur vos achats. Je m'explique. Lorsque vous faites un achat, vous allez payer de la TVA, mais vous ne pourrez pas la récupérer car vous ne facturez pas de TVA à vos clients. Le fait de pouvoir récupérer la TVA est un avantage réservé aux assujettis à la TVA, ce qui n'est pas le cas de l'auto-entrepreneur en franchise. Il est souvent intéressant pour un chauffeur VTC de pouvoir récupérer la TVA qu'il paye sur ses achats, car il réalise un certain nombre d'opérations qui peuvent lui revenir cher en termes de TVA. Ça va notamment être l'achat d'une voiture, la location d'une voiture, l'essence ou encore toutes les dépenses d'entretien et de réparation de votre véhicule. Pour votre information, le bénéfice de la franchise de base de la TVA s'applique dans la limite d'un certain plafond du chiffre d'affaires. Avant, le plafond pour la TVA était le même que le plafond général du régime d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire 33 200 €. Cependant, les plafonds ont été relevés depuis le 1er janvier 2018 et un chauffeur VTC peut rester auto-entrepreneur sous réserve que son chiffre d'affaires soit inférieur à 70 000 €. Cependant, les plafonds pour pouvoir bénéficier de la franchise de TVA sont restés au montant précédent, c'est-à-dire à 33 200 €. Passé 33 200 € de bénéfices, vous ne pouvez plus bénéficier de ce mécanisme de franchise de TVA. Il faut donc être vigilant, car aujourd'hui, il est possible d'être auto-entrepreneur, de bénéficier du régime micro-fiscal, mais ne pas pouvoir bénéficier de la franchise de TVA. En conclusion, un auto-entrepreneur n'est donc pas en principe concerné par la TVA puisqu'il est en franchise. Toutefois, il arrive que ce régime ne soit en réalité pas adapté car il ne permet pas à l'auto-entrepreneur de déduire la TVA sur ses achats. Il faut donc faire le point sur votre situation pour savoir si ce régime de franchise est en réalité le régime le plus adapté. À vous d'étudier votre situation, quitte à faire un essai sur un mois pour quantifier ce que vous dépensez chaque mois en TVA. Gardez bien en tête que si vous dépassez le seuil de 33 200 € de chiffre d'affaires, la question ne se posera plus et vous serez de toute façon assujetti à la TVA, car vous perdrez le bénéfice de la franchise. On vient de voir ce qu'il se passait pour les auto-entrepreneurs et la TVA. Maintenant, est-ce que les chauffeurs VTC qui exercent leur activité par l'intermédiaire d'une société, en étant le plus souvent dirigeants de cette société, sont confrontés à la TVA ? L'activité de chauffeur VTC est une activité soumise à la TVA. La réponse est donc oui, ils sont confrontés à la TVA. Il n'existe pas de mécanisme de franchise pour les sociétés. Vous êtes donc assujetti. Dans cette hypothèse, vous êtes donc un intermédiaire. Vous payez de la TVA sur vos achats, que vous pouvez déduire par la suite, et vous facturez de la TVA à vos clients. Les avantages et les inconvénients sont les opposés de ce que l'on a vu pour le régime de la franchise de TVA. Vous pouvez déduire la TVA sur vos achats, ce qui vous permet de déduire la TVA que vous payez à chaque fois que vous faites le plein de votre voiture, que vous faites des réparations, ou encore lorsque vous payez le loyer de votre voiture si c'est une voiture de location. Mis bout à bout, cela peut représenter une sacrée somme qu'il peut être très intéressant de pouvoir déduire. Cependant, cela vous oblige à tenir une comptabilité un peu plus poussée pour retracer l'historique de la TVA que vous avez payée sur vos achats et de la TVA que vous avez facturée sur les courses que vous avez réalisées avec vos clients. Ce sont donc des formalités de plus à accomplir, mais il est possible que financièrement, cela vaille le coup de prendre le temps de faire ces formalités administratives pour faire une économie d'argent qui peut se révéler très intéressante. Il existe 2 régimes applicables en fonction de votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 238 000 €, vous êtes au régime réel simplifié de TVA. A l'inverse, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 238 000 €, vous êtes au régime normal de TVA. La principale différence entre les 2 régimes tient au mode de déclaration de la TVA, et on verra ce qu'il en est à ce sujet un peu plus tard. En résumé,
Si vous exercez votre activité de chauffeur VTC par l'intermédiaire d'une société, vous êtes donc assujetti à la TVA et vous êtes concerné par les obligations fiscales de déclaration de TVA. Comment est calculée la TVA ? On vient de voir que certains chauffeurs VTC vont être concernés par la TVA et que d'autres, les auto-entrepreneurs, qui sont en franchise de TVA, ne seront pas concernés par cet impôt. La TVA a un taux qui varie entre 2,1% et 20%, sachant que le taux normal est en principe de 20%. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais les chauffeurs VTC sont soumis à un taux de TVA de 10%, car c'est le taux qui vise, entre autres, le transport de personnes, qui est le cœur de votre activité. Cela signifie en pratique que lorsque vous êtes soumis à la TVA, les clients payent en principe 10% de TVA sur chaque course réalisée. Cela signifie donc en pratique que si vous faites une course qui vous rapporte 10 €, il y aura 1 € de TVA à reverser au trésor public. Cependant, pour vous, en tant que chauffeur VTC, il existe une spécificité au niveau de la TVA. En effet, vous passez par l'application Uber qui joue le rôle d'intermédiaire dans la recherche de vos clients. Au titre de cette prestation, Uber vous prélève chaque mois une commission. En principe, le montant de cette commission devrait être indiqué TTC, c'est-à-dire que le montant de la commission prélevée par Uber devrait normalement inclure la TVA. Or, il existe un mécanisme spécifique lorsque vous êtes en relation avec une société étrangère. C'est le mécanisme de l'autoliquidation. Uber n'étant pas une société française, elle applique avec vous le mécanisme de l'autoliquidation. C'est-à-dire que lorsque Uber vous prélève une commission, la plateforme vous donne en réalité une facture de commission comprenant la mention autoliquidation. Cela signifie que les rôles sont inversés. Ce n'est pas Uber qui va collecter la TVA sur cette commission, c'est à vous de le faire. Vous devez collecter la TVA à la place d'Uber pour ensuite la renverser au trésor. Par exemple, s'il vous facture une commission de 60 €, cela signifie que le montant de 60 € est hors taxe, c'est-à-dire hors TVA. Vous allez devoir calculer le montant de la TVA due sur ces 60 € pour ensuite l'indiquer dans votre déclaration TVA et la reverser vous-même au trésor public. Quand allez-vous devoir déclarer la TVA ? Et comment allez-vous devoir déclarer votre TVA ? Lorsque vous êtes assujetti, vous êtes obligé de faire ce que l'on appelle des déclarations de TVA. La fréquence de ces déclarations dépend en réalité de votre situation et du régime de TVA dans lequel vous êtes. On vient de dire que si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 238 000 €, vous êtes au régime réel simplifié de TVA. Comme son nom l'indique, c'est un régime plus simple en termes de formalité. Vous devez donc uniquement faire une déclaration annuelle de TVA en mai et le paiement se fait par 2 acomptes, en juin et en décembre. A l'inverse, si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 238 000 €, vous êtes au régime normal de TVA. Les formalités sont plus lourdes puisque vous devez en principe faire des déclarations mensuelles de TVA. C'est donc des déclarations tous les mois que vous devez faire lorsque vous êtes au régime réel normal. Toutefois, si le montant de votre TVA est inférieur à 4 000 € par an, vous avez la possibilité de ne pas faire des déclarations mensuelles, mais des déclarations trimestrielles. On va se reposer encore une fois la même question. Est-ce qu'il existe des sanctions si vous ne faites pas votre déclaration ou si vous déclarez mal ? On s'est déjà en effet posé cette question pour la déclaration de l'impôt sur le revenu et pour la déclaration de l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, la réponse est quasiment la même en ce qui concerne les déclarations de TVA. Pour rappel, il existe les intérêts de retard de 0,4% par mois, les majorations pour insuffisance et absence de déclaration, qui peuvent atteindre 80% si l'administration estime qu'il s'agit de manœuvres frauduleuses de votre part,
La déclaration de TVA ne doit donc pas échapper à votre vigilance, car une erreur ou un retard peut entraîner des sanctions financières réellement importantes pour votre société. On vient de voir 3 des principaux impôts qui peuvent concerner les chauffeurs VTC, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA. Il reste un dernier impôt qui est souvent un peu moins connu, mais qui existe bel et bien et qu'il ne faut pas oublier, la CET. La CET, c'est la contribution économique territoriale. On va reprendre ensemble la notion de CET pour que vous soyez capable de savoir si vous êtes concerné. En principe, vous l'êtes, car c'est un impôt payé par les personnes et les entreprises qui réalisent une activité non salariée, c'est-à-dire une activité indépendante, ce qui est le cas de votre activité de chauffeur VTC. Cependant, il faut savoir qu'il existe des exonérations dans certaines hypothèses. Il peut être très intéressant pour vous de les connaître pour ne pas passer à côté d'une éventuelle économie d'impôt. Qu'est-ce que la CET ? La CET, comme on vient de le dire, est la contribution économique territoriale. C'est une contribution qui se dédouble en 2 composantes, sachant qu'on peut être redevable d'aucune des 2 composantes, d'une seule composante, voire des 2 composantes en même temps. Les 2 composantes sont la CFE, cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Par principe, ce sont des contributions qui doivent être payées dès que vous exercez une activité indépendante, c'est-à-dire une activité non salariée. En tant que chauffeur VTC, vous exercez une activité indépendante et vous êtes donc en principe directement visé par cet impôt. Selon le statut que vous avez choisi pour exercer votre activité, il existe une possibilité d'exonération. C'est la raison pour laquelle on va regarder successivement la situation du chauffeur VTC sous le statut d'auto-entrepreneur, puis la situation du chauffeur VTC qui a décidé de créer une société et d'en être le dirigeant pour exercer son activité. Est-ce que vous allez être confronté aux obligations fiscales liées à la CET si vous êtes chauffeur VTC sous le statut d'auto-entrepreneur ? En principe, on vient de voir que la contribution économique territoriale devait être payée par toutes les personnes qui exercent une activité indépendante, ce qui vise la situation du chauffeur VTC qui exerce son activité en tant qu'auto-entrepreneur. Cependant, il existe une exonération de cotisation foncière des entreprises si vous êtes propriétaire d'une seule ou de 2 voitures maximum que vous conduisez et que vous gérez vous-même. Si vous possédez 2 voitures, il ne faut pas qu'elles puissent être mises en service simultanément. Si vous possédez plus de 2 voitures, l'exonération ne marche plus. Si vous respectez ces conditions, vous pouvez bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises. Il faut en faire la demande. La cotisation foncière des entreprises n'est qu'une composante de la contribution économique territoriale, comme on l'a dit tout à l'heure. Et vous pouvez donc être redevable de l'autre composante, c'est-à-dire de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cependant, sachez que la CVAE n'est due qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, ce montant étant fixé à 500 000 €. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, vous n'avez pas à payer de CVAE. Étant donné que vous êtes exonéré de CFE la plupart du temps en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez donc aucune obligation fiscale liée à la CET, c'est-à-dire liée à la contribution économique territoriale. Maintenant que l'on vient de voir qu'il existe très souvent une exonération de contribution économique territoriale pour les auto-entrepreneurs, on va s'intéresser à ceux qui ont créé une société. Est-ce que vous avez des obligations fiscales en matière de CET si vous exercez votre activité de chauffeur VTC par l'intermédiaire d'une société ? Il faut savoir que l'exonération que l'on vient de voir ne s'applique pas aux sociétés. C'est-à-dire que si vous exercez votre activité par l'intermédiaire d'une société, vous ne pouvez donc pas profiter de l'exonération de cotisation foncière des entreprises. En principe, vous êtes donc redevable de la cotisation foncière,
ainsi que de la CVAE, sachant que je vous reprécise que la CVAE n'est due que lorsque votre chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. En résumé, vous êtes donc concerné par la CET si vous exercez votre activité par l'intermédiaire d'une société ou si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez plus de 2 voitures que vous utilisez en même temps, notamment dans l'hypothèse où vous avez avec vous des salariés. Comment est calculée la CET ? Il n'est pas possible d'expliquer comment la CET est réellement calculée, parce que déjà chacune des 2 composantes est calculée différemment. On s'intéressera uniquement au calcul de la CFE, c'est-à-dire de la cotisation foncière des entreprises, étant donné que le calcul de la CVAE est complexe et qu'il s'adresse uniquement aux chauffeurs VTC qui réaliseraient un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Donc pour ce qui est de la CFE, c'est-à-dire de la cotisation foncière des entreprises, le calcul est particulier, puisqu'il ressemble beaucoup au calcul de la taxe foncière. Or, personne n'est réellement capable de cerner le calcul de la taxe foncière. Le calcul de la cotisation foncière des entreprises est basé sur ce que l'on appelle la valeur locative du lieu d'établissement de votre société, c'est-à-dire en principe le lieu de son siège social. Si votre société est établie à votre domicile personnel, c'est la valeur locative de votre domicile personnel qui sera prise en compte pour le calcul de la CFE. Il est donc difficile d'anticiper le montant de CFE que vous allez devoir payer, car vous ne connaissez pas en principe la valeur locative de votre domicile personnel, ni celle du lieu d'établissement de votre société, si ce n'est pas votre domicile personnel. De plus, à cette valeur locative, on applique un taux qui est fixé par la commune et qui dépend de chaque commune. C'est l'administration qui fait ce calcul, ce n'est donc pas une problématique à laquelle vous devez en réalité vous attacher. Le calcul de la CFE vous importe peu en réalité. Quand est-ce que vous allez devoir déclarer votre CET ? Déjà, il convient de faire une rectification. On vient de voir que la CET était composée de 2 parties, la CFE et la CVAE. Vous ne pouvez donc pas faire une déclaration de CET. Il faut se demander s'il faut faire des déclarations de CFE ou de CVAE. En ce qui concerne la CFE, la réponse est non, pas de déclaration. C'est l'avantage de la CFE. C'est un impôt qui est calculé par l'administration sur la valeur d'un immeuble qui en principe ne change pas. Il n'y a donc pas besoin de faire des déclarations annuelles de CFE. Vous allez devoir la payer une fois par an, mais vous n'avez pas de démarche à accomplir. La seule démarche au niveau de la CFE a lieu lors de l'année de création de votre entreprise. Mais ensuite, aucune formalité n'est nécessaire. Pour votre information, on a déjà parlé de la CVAE, qui s'applique si votre chiffre d'affaires dépasse les 500 000 euros. Dans cette hypothèse, il faudrait faire une déclaration annuelle de CVAE. En dehors de l'hypothèse dans laquelle vous êtes redevable de la CVAE, il n'y a donc aucune déclaration à faire au niveau de la CET. Il est juste nécessaire de procéder au paiement lorsque l'administration vous adresse son avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises. Est-ce qu'il existe des sanctions si vous ne faites pas votre déclaration ou si vous déclarez mal ? La question ne se pose pas en réalité pour la CET, vu que vous n'avez en principe aucune déclaration à accomplir en matière de CFE, comme on vient de le dire. C'est à l'administration de faire les démarches et vous ne pouvez donc pas être pénalisé. Le seul risque de sanction va exister si vous ne procédez pas au paiement lorsque l'administration vous enverra son avis d'imposition à la CFE. En dehors de cette hypothèse, il n'existe a priori pas de risque particulier à ce sujet. On vient de s'intéresser à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution économique territoriale. Mis à part l'impôt sur le revenu qui touche tous les chauffeurs VTC, vous avez compris que pour les autres impôts, chaque situation est différente et les chauffeurs VTC n'en sont pas forcément redevables. Il reste un point à aborder, la taxe sur les véhicules de société.
En France, les entreprises sont redevables de la taxe sur les véhicules de société pour toutes les voitures immatriculées qu'elles possèdent. Les chauffeurs VTC utilisent forcément une voiture, et vous devriez donc, en principe, être redevable de cette taxe. En réalité, les chauffeurs VTC bénéficient d'une exonération permanente de cette taxe. Il est en effet précisé dans la loi que tous les véhicules exclusivement utilisés dans le cadre d'un service de transport du public bénéficient d'une exonération de taxes sur les véhicules de société. Vous n'avez donc aucune obligation fiscale relative à la taxe sur les véhicules de société grâce à votre statut de chauffeur VTC. Quelles sont vos obligations si vous n'avez rien gagné ? En effet, il peut arriver que, pendant un exercice, vous ayez plus de dépenses que d'entrées d'argent. Dans cette hypothèse, vous n'avez effectivement rien gagné, ce qui ne vous empêche pas de devoir faire votre déclaration fiscale. En effet, les déclarations servent à montrer à l'administration ce qu'il s'est passé pendant l'année et ce que vous avez gagné. Si vous n'avez rien gagné, il faut donc tout de même faire une déclaration pour en informer l'administration. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, il suffit de faire la déclaration et vous n'aurez pas d'impôt à payer au titre de l'IS ou de l'IR pour cette année-là. Pour la TVA, même si vous n'avez rien gagné à la fin de l'année, cela n'empêche pas le fait que vous ayez fait des achats comprenant de la TVA et que vous en ayez également facturé. Il faut donc faire une déclaration de TVA dans tous les cas, même si je vous rappelle qu'en termes de TVA, vous êtes un intermédiaire et ce n'est pas vous qui supportez le poids de la TVA. Enfin, en ce qui concerne la CET, c'est-à-dire la contribution économique territoriale, c'est le seul impôt que vous allez devoir payer, même si vous n'avez rien gagné. En effet, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas un impôt qui est déterminé par votre bénéfice, ni votre chiffre d'affaires. C'est un impôt qui est basé sur la valeur locative du lieu dans lequel la société est établie. C'est la raison pour laquelle, même si vous n'avez rien gagné, vous restez donc redevable de la CET. On vient de faire le tour des obligations fiscales d'un chauffeur VTC. Il ne faut cependant pas oublier qu'un chauffeur VTC, comme tout entrepreneur, a des obligations fiscales, mais aussi des obligations sociales. Le principe, pour les chauffeurs VTC, est d'être rattachés à la sécurité sociale des indépendants, qui était anciennement appelé le RSI, Régime social des indépendants. Dans certaines hypothèses, un chauffeur VTC peut cependant être rattaché au régime général de la sécurité sociale. On parlera alors non pas de salariés, mais d'assimilés salariés. Au vu de la complexité des régimes sociaux en France, il est utile de faire le point sur leurs différences et de voir ce que cela implique pour vous en tant que chauffeur VTC. On va s'intéresser aux 3 régimes susceptibles de concerner les chauffeurs VTC. On trouve d'abord le régime général, qui concerne en principe les salariés, mais qui peut concerner les chauffeurs VTC, qui sont considérés comme des assimilés salariés. On trouve plus logiquement le régime de la sécurité sociale des indépendants, qui était anciennement connu sous le nom de RSI. Et enfin, les auto-entrepreneurs bénéficient de la possibilité de profiter d'un régime que l'on appelle le régime micro-social simplifié, qui est un régime un peu particulier, ayant le mérite de simplifier les obligations sociales des micro-entrepreneurs, chose qui est l'essence même de leur statut. Le régime général. Le régime général de la sécurité sociale est en principe le régime social des salariés. Pourtant, certains indépendants se retrouvent affiliés à ce régime général dans certaines circonstances particulières. On parle alors d'assimilés salariés. On va commencer par faire un point sur le régime général de la sécurité sociale, avant de voir quelles sont les circonstances qui font que certains indépendants, tels que des chauffeurs VTC,
se retrouvent rattachés à ce régime. On va faire un point rapide sur le régime général de la sécurité sociale. L'objectif de la sécurité sociale, c'est de protéger l'ensemble des Français. Le principe consiste à ce que tous les travailleurs payent des cotisations et qu'en contrepartie, chaque personne peut bénéficier de prestations le jour où elle en a besoin. Dans le régime général, on trouve 4 branches qui couvrent les principales difficultés que chaque personne peut rencontrer. Ce sont les branches vieillesse, maladie, famille et invalidité-décès. Le système repose donc sur la délivrance de prestations grâce aux cotisations de tous ceux qui travaillent. C'est ce qui permet à un chômeur, un retraité ou encore un étudiant d'être aidé financièrement. En tant que chauffeur VTC, vous êtes donc considéré comme étant un travailleur et vous devez donc verser des cotisations. Encore faut-il savoir si vous êtes rattaché au régime général qui concerne en principe les salariés ou à la sécurité sociale des indépendants qui concerne, comme son nom l'indique, en principe, les indépendants. Qui est concerné par le régime général ? On vient de dire que le régime général concerne en principe les salariés. Or, en tant que chauffeur VTC, vous êtes un travailleur indépendant. En réalité, il existe quelques situations dans lesquelles vous êtes susceptible d'être considéré comme un assimilé salarié et d'être de ce fait rattaché au régime général. La première hypothèse, c'est celle dans laquelle vous exercez votre activité de chauffeur VTC par l'intermédiaire d'une SARL, c'est-à-dire d'une société à responsabilité limitée, et que vous en êtes le gérant minoritaire ou égalitaire. Si vous êtes le gérant majoritaire de la SARL, vous n'êtes donc pas considéré comme un assimilé salarié rattaché au régime général, mais comme un indépendant rattaché au régime des indépendants. Pour savoir si vous êtes majoritaire, minoritaire ou égalitaire, il suffit de regarder quel est le pourcentage de part sociale que vous détenez dans la société. Si vous en détenez moins que la moitié ou exactement la moitié, vous êtes considéré comme gérant minoritaire ou égalitaire. Vous êtes alors rattaché au régime général. La seconde hypothèse dans laquelle vous pouvez être considéré comme un assimilé salarié, c'est celle dans laquelle vous exercez cette fois votre activité de chauffeur VTC par l'intermédiaire d'une SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, ou d'une SAS, Société par Action Simplifiée, et que vous en êtes le président. Pour votre information, la seule différence entre la SASU et la SAS est qu'il n'y a qu'un seul associé dans une SASU, alors qu'il y a au moins 2 associés dans une SAS. Pour en revenir à ce que l'on disait, lorsque vous êtes président de la SAS ou de la SASU, vous êtes donc également considéré comme un assimilé salarié et vous êtes rattaché au régime général de la sécurité sociale. Si on devait résumer en une phrase ce que l'on vient de dire, vous êtes rattaché au régime général uniquement dans l'hypothèse où vous êtes soit gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, soit président de SAS ou de SASU. Lorsque vous êtes un assimilé salarié, vous bénéficiez en principe de la même protection que les salariés. La différence principale entre un assimilé salarié et un salarié réside dans le fait qu'un assimilé salarié ne bénéficie pas de l'alignement des prestations en ce qui concerne le chômage. Étant donné que les assimilés salariés ne profitent pas de l'assurance chômage, rien ne les empêche pour autant d'en souscrire une personnellement de leur côté. La rémunération d'un assimilé salarié, c'est-à-dire d'un président de SAS ou d'un président de SASU ou d'un gérant majoritaire ou égalitaire de SARL, cette rémunération est versée
sous forme d'un équivalent de salaire par l'intermédiaire d'une fiche de paye. Les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération de l'assimilé salarié qui est fixée sur la fiche de paye. Quelles sont les obligations déclaratives sociales ? Lorsque vous êtes un assimilé salarié, on vient de dire que vous recevez une fiche de paye. Cette fiche de paye, vous la recevez tous les mois. Elle concerne votre rémunération et les cotisations sociales sont calculées en fonction du montant indiqué sur les fiches de paye. Les cotisations sociales sont donc payées en principe tous les mois au moment où vous recevez votre fiche de paye. C'est la SAS, la SASU ou encore la SARL qui déclare et prélève les cotisations sociales de votre rémunération. Ces cotisations sociales sont versées à l'URSSAF au fur et à mesure du paiement des rémunérations, c'est-à-dire normalement, mensuellement. On vient de s'intéresser au régime général qui concerne certains travailleurs indépendants que l'on considère comme des assimilés salariés. On va maintenant s'intéresser au régime qui concerne logiquement les travailleurs indépendants. Ce régime, c'est la sécurité sociale des indépendants. Il se trouve que cette dénomination est très récente. Il est même possible que vous en ayez encore jamais entendu parler. Avant, on parlait de régime social des indépendants, c'est-à-dire de RSI. Cependant, cette appellation a disparu depuis le 1er janvier 2018 et nous allons revenir sur ce point avant de développer le principe et le fonctionnement du RSI. On vient donc de dire qu'on allait faire un point sur la suppression du RSI et les conséquences que cela a impliquées. Vous devez donc savoir que le RSI a longtemps été très critiqué par les travailleurs indépendants qui étaient affiliés à ce régime. De nombreux dysfonctionnements étaient soulignés, que ce soit un problème d'interlocuteur, des défauts de paiement, surtout des retards de paiement, et des stratégies d'évitement du RSI étaient parfois mises en place. Par exemple, il pouvait être très tentant de créer une SASU et d'en être le président pour être considéré comme un assimilé salarié et ainsi être rattaché au régime général de la sécurité sociale. La situation ne pouvait pas rester ainsi et c'est la raison pour laquelle, depuis le 1er janvier 2018, le RSI a été supprimé pour être remplacé par la sécurité sociale des indépendants. À partir de 2020, cette sécurité sociale des indépendants sera intégrée dans le régime général. Pour l'instant, durant cette période, vous gardez les mêmes interlocuteurs. En réalité, cela ne devrait supprimer un certain nombre de dysfonctionnements, mais le but n'est pas pour autant d'aboutir à un alignement des cotisations sociales et des prestations sociales sur celles des salariés. Il y aura donc quand même deux régimes distincts au niveau des cotisations et des prestations. Qui est concerné par la sécurité sociale des indépendants ? On pourrait dire par élimination que tous les chauffeurs VTC qui ne sont pas considérés comme des assimilés salariés sont rattachés à la sécurité sociale des indépendants. Il faut donc éliminer de ce régime les présidents de SAS, les présidents de SASU et les gérants minoritaires et égalitaires de SARL. On peut donc dire qu'en réalité, seuls les auto-entrepreneurs, les géants d'EURL et les gérants majoritaires de SARL sont rattachés à la sécurité sociale des indépendants. Pour les auto-entrepreneurs, on va voir dans quelques instants qu'il existe pour eux la possibilité de profiter d'un régime que l'on appelle le régime microsocial simplifié. Lorsque vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants, le principe est le même que pour le régime général des salariés et des assimilés salariés. Vous allez payer des cotisations pour vous ouvrir le droit à d'éventuelles prestations si vous vous retrouvez dans une situation qui s'y prête. Les cotisations de la sécurité sociale des indépendants recouvrent plusieurs domaines. On retrouve la maladie, la famille, la vieillesse
ou encore le décès et l'invalidité. On retrouve cependant la même problématique liée au chômage. En effet, il n'existe pas de prestations à ce sujet, et si vous voulez vous protéger contre le chômage, vous êtes obligé de souscrire une assurance chômage complémentaire en plus du paiement de vos cotisations sociales. Quelles sont les obligations déclaratives lorsque vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants? En principe, vous êtes tenu de faire une déclaration annuelle en mai. On parle alors de déclaration sociale des indépendants, autrement dit la DSI. Cette déclaration doit reprendre le montant de tous les revenus que vous avez perçus pendant l'année, et c'est sur la base de ce montant que le calcul des cotisations sociales sera effectué. Ce montant va servir à régulariser les paiements que vous allez faire tout au long de l'année. En effet, vous allez payer des cotisations sociales tous les mois sur un montant provisoire qui va être estimé en fonction de ce que vous avez déclaré l'année précédente. Après avoir fait votre déclaration sociale des indépendants, on fera le point sur ce que vous avez payé et on fera une régularisation. Si vous n'avez pas payé assez, on vous demandera alors de payer un complément de cotisation sociale. A l'inverse, si vous avez payé trop de cotisations sociales, on procédera à un remboursement en votre faveur. On a déjà évoqué cette possibilité précédemment, mais en effet, lorsque vous êtes sous le statut d'auto-entrepreneur pour exercer votre activité de chauffeur VTC, vous avez la possibilité de bénéficier du régime microsocial simplifié. Ce régime s'inscrit dans la volonté de faire du statut d'auto-entrepreneur un statut simple et léger en termes de formalités et de démarches administratives. On va faire le point ensemble sur ce régime microsocial simplifié dont bénéficient les micro-entrepreneurs. Vous êtes considéré comme un micro-entrepreneur et vous avez la possibilité de bénéficier de ce régime tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 70 000 €. Le fait de faire une déclaration d'auto-entrepreneur vous donne directement le droit de profiter du régime microsocial simplifié. Il n'y a pas besoin de faire de déclaration à cet effet. À quoi correspond le régime microsocial simplifié? En tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin de faire une déclaration sociale des indépendants, c'est-à-dire une DSI. Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires de façon mensuelle ou trimestrielle, et ce sont ces déclarations qui permettent de calculer le montant de vos cotisations sociales. Vous payez donc vos cotisations sociales mensuellement ou trimestriellement en fonction de la fréquence de vos déclarations. Le montant des cotisations est déterminé de façon beaucoup plus simple que dans le régime normal. C'est la raison pour laquelle il est possible de vous donner un chiffre précis du montant des prélèvements. Pour un auto-entrepreneur, sachez qu'on prélève 22% de votre chiffre d'affaires. Lorsqu'on s'est penché tout à l'heure sur les obligations fiscales des auto-entrepreneurs, on a vu que ces derniers avaient le droit d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire. Ce prélèvement a lieu tous les mois et il permet de se débarrasser d'un seul coup de ses obligations fiscales et sociales. Si vous avez fait ce choix, en plus de prélever 1,7% de votre chiffre d'affaires pour payer l'impôt sur le revenu, on prélèvera les 22% de cotisations sociales. En acceptant d'être prélevé du montant total de 23,7%, qui correspond à 1,7% de l'impôt sur le revenu et 22% des cotisations sociales, vous réglez donc d'un seul coup l'ensemble de vos obligations fiscales et sociales. Quelles sont les sanctions si vous ne déclarez pas ou si vous déclarez mal vos obligations sociales? On a vu tout à l'heure qu'il existait des sanctions en cas d'absence, de retard ou encore d'insuffisance dans vos déclarations fiscales.
De la même façon, il existe des sanctions pour les mêmes raisons en ce qui concerne les déclarations sociales. Si vous ne réalisez pas votre déclaration des indépendants dans les temps, vous serez donc soumis à des sanctions. Sachez à ce sujet que depuis le 1er janvier 2018, les sanctions ont été relevées. Maintenant, si vous n'avez rien déclaré, le montant de vos cotisations sociales va être fixé en prenant la base la plus élevée entre soit la moyenne de vos revenus des 2 dernières années, soit 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui représente environ 1 655 €. Si vous avez déclaré, mais que vous avez fait votre déclaration sociale des indépendants en retard, il y aura une pénalité qui va être appliquée. Le montant de cette pénalité est fixé à 5% des sommes dues que vous avez déclarées. On vient de faire le tour du module numéro 2 qui concernait les obligations fiscales et sociales d'un chauffeur VTC. On va prendre le temps de faire un résumé de ce que l'on vient de dire pour que vous reteniez l'ensemble des informations qui sont les plus importantes pour vous. En tant que chauffeur VTC, vous êtes soumis à des obligations fiscales et on a fait le tour des principaux impôts qui peuvent vous concerner. On s'est d'abord penché sur l'impôt le plus important, l'impôt sur le revenu. C'est un impôt, on l'a dit, qui concerne tous les chauffeurs VTC, car vous en payez soit uniquement sur votre rémunération, soit sur votre rémunération et sur les bénéfices que vous réalisez en tant que chauffeur VTC. Vous avez vu tout au long de la présentation, et vous l'avez sans doute remarqué, que les auto-entrepreneurs bénéficient souvent d'un régime particulier et qu'ils ont également souvent le choix entre plusieurs options. L'impôt sur le revenu n'y fait pas exception, car un auto-entrepreneur a la possibilité de profiter d'un abattement pour frais qui correspond à la moitié de son chiffre d'affaires, ou il peut également opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire, qui le libère par la suite, comme son nom l'indique, de toutes ses obligations fiscales. C'est le même prélèvement libératoire forfaitaire qui peut permettre aux auto-entrepreneurs de bénéficier du régime microsocial simplifié et de se libérer dans le même temps de ses obligations fiscales et de ses obligations sociales. Ensuite, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, on a vu que c'est un impôt qui ne concerne pas tous les chauffeurs VTC, dans la mesure où il ne vise que les chauffeurs qui ont fait le choix de passer par la création d'une société et que cette société est imposée à l'IS. On a vu effectivement qu'il existe une possibilité pour les sociétés d'être imposées à l'IR. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez créé une société qui est imposée à l'IR, que ce soit son imposition de principe ou que ce soit vous qui ayez opté pour l'IR, vous n'êtes dans ce cas-là pas concerné par l'impôt sur les sociétés. Pour régler l'IS, il suffit de faire une déclaration annuelle. Ensuite, pour ce qui est de la TVA, c'est-à-dire de la taxe sur la valeur ajoutée, il existe, encore une fois, un régime particulier pour les auto-entrepreneurs dont on a parlé, c'est le régime de franchise de base de la TVA. Alors même qu'en principe, les chauffeurs VTC sont assujettis à la TVA, car ils exercent une activité qui entre dans le champ de la TVA, les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis, car ils bénéficient de ce régime particulier. Cependant, on l'a vu, ce n'est pas toujours un cadeau pour eux, car cela ne leur permet pas de déduire la TVA qu'ils payent sur leurs achats. La TVA impose à ceux qui sont assujettis de faire une ou plusieurs déclarations de TVA selon qu'ils sont au régime réel simplifié ou au régime réel normal de TVA. Pour rappel, pour savoir si vous êtes dans le régime réel simplifié ou dans le régime réel normal de TVA, il suffit de regarder le montant de votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 238 000 €, vous êtes au régime réel simplifié, alors que s'il est supérieur à 238 000 €, vous êtes au régime réel normal de TVA.
Enfin, le dernier impôt sur lequel on s'est penché, c'est la CET, la contribution économique territoriale, qui est divisée en deux branches, la CFE, cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette CET est en principe due par les chauffeurs VTC. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt, comme on l'a déjà dit, qui s'adresse à toutes les personnes et à toutes les entreprises qui exercent quotidiennement une activité indépendante, c'est-à-dire une activité non salariée. Cependant, là aussi, il existe une exonération pour les auto-entrepreneurs, sous réserve qu'ils n'aient pas plus de 2 voitures, qu'ils utilisent en même temps, et sous réserve également que ce soit leur voiture et que ce soit eux qui les utilisent. En ce qui concerne la CET, il est uniquement nécessaire de faire une déclaration au jour de la création de votre entreprise. Par la suite, aucune déclaration n'est nécessaire, c'est l'administration qui s'occupe de tout. De plus, n'oubliez pas, lorsque vous êtes auto-entrepreneur et que vous pouvez bénéficier de l'exonération, il faut que vous en fassiez la demande. Ce n'est pas une exonération qui est automatique. On a ensuite vu un autre point important. Les chauffeurs VTC sont exonérés de la taxe sur les véhicules de société, qui est une taxe sur les véhicules, comme son nom l'indique, ce qui devrait donc directement concerner les chauffeurs VTC. Tant mieux pour vous, c'est une obligation fiscale de moins. Après avoir vu les obligations fiscales, on a vu les obligations sociales et on peut revenir dessus juste en 2 minutes. Il existe 3 régimes auxquels vous pouvez être affilié. Par principe, le régime des chauffeurs VTC, c'est le régime de la sécurité sociale des indépendants, car vous exercez une activité indépendante. Ce régime était anciennement appelé le RSI. Il a été supprimé depuis le 1er janvier 2018 pour être à terme intégré dans le régime général. Cependant, on a vu qu'en principe, cela ne change rien sur le montant de vos cotisations sociales et de vos prestations. Lorsque vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants, vous payez tous les mois des cotisations qui sont estimées en fonction de vos revenus des années précédentes et une fois par an, en mai, vous devez faire ce que l'on appelle une DSI, c'est-à-dire une déclaration sociale des indépendants. Par rapport à ce que vous allez déclarer dans cette déclaration sociale des indépendants, vous allez devoir payer plus de cotisations sociales ou vous allez être remboursé d'une partie des cotisations sociales que vous avez versées. C'est un ajustement qui est fait. Le deuxième régime qui peut vous concerner, c'est le régime général, qui est en principe celui des salariés, mais on a vu que ce régime concerne également les assimilés salariés. Pour rappel, sont considérés comme assimilés salariés les présidents de SAS et de SASU et les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Pour ces personnes, il y a un alignement de leurs cotisations sur celles des salariés, sauf en ce qui concerne le chômage. On a vu cependant qu'il était possible pour chaque personne de souscrire une assurance chômage complémentaire. Les cotisations sociales, lorsque vous êtes au régime général comme assimilé salarié, sont payées tous les mois, en même temps que la production de votre fiche de paye. Enfin, le troisième régime bénéficie uniquement aux auto-entrepreneurs qui ont la chance de pouvoir profiter d'un régime microsocial simplifié. En pratique, cela signifie qu'ils acceptent qu'on leur prélève 22% de leur chiffre d'affaires et cela les empêche d'avoir des déclarations sociales à faire par la suite. Ils en sont définitivement débarrassés. Il reste maintenant un dernier point qu'il peut être intéressant d'aborder avec vous. On a fait le tour de vos obligations fiscales et sociales et on a vu que dans certaines hypothèses, vous pouvez, en tant que chauffeur VTC, être confronté à un certain nombre d'obligations en même temps. En effet, si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, par exemple, votre société va être soumise à l'impôt sur les sociétés, donc vous allez devoir faire des déclarations dans ce sens. Ensuite, vous allez payer
de l'impôt sur le revenu, sur la rémunération que la société va vous verser. En principe, vous serez également assujetti à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et il va falloir que vous fassiez une ou plusieurs déclarations de TVA. Enfin, vous allez dans le même temps être imposé à la CET, la contribution économique territoriale, car vous ne pourrez pas profiter de l'exonération qui marche pour les auto-entrepreneurs, mais pas pour les sociétés. Ensuite, au niveau social, vous n'êtes pas considéré comme un assimilé salarié, mais comme un indépendant, soumis au régime de la sécurité sociale des indépendants, qu'on appelait, comme on l'a déjà dit, anciennement le RSI, RSI ayant été supprimé au 1er janvier 2018. Vous allez donc devoir faire une DSI, c'est-à-dire une déclaration sociale des indépendants. Cette déclaration va servir à déclarer l'ensemble des sommes que vous avez perçues, et c'est sur le montant que vous allez déclarer que l'on va pouvoir calculer vos cotisations sociales et vous demander de les payer. Même si pour la CET, il n'est pas nécessaire de faire une déclaration, il n'en demeure pas moins que dans la situation qu'on vient de voir, celle où vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, vous allez avoir des déclarations à faire, non seulement en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, ou encore de TVA, le tout accompagné d'une déclaration sociale des indépendants pour vos obligations sociales. Cela fait un certain nombre de déclarations, mais pas de panique pour faire ces déclarations. Sur Internet, sur le site du service public, vous trouverez tous les formulaires de déclaration qu'il faut remplir. Ces formulaires ont tous des numéros. Il s'agit par exemple du formulaire 2042 pour l'impôt sur le revenu. Chaque formulaire est accompagné d'une notice explicative qui a pour but de vous expliquer comment remplir cette déclaration. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de notices qui sont bien faites, mais pour autant, il ne faut pas le nier, elles ne sont pas forcément toutes très claires. Vous pouvez tout à fait essayer de remplir vos déclarations vous-même. Mais si vraiment c'est pas clair pour vous, il est conseillé de vous faire aider. Parce qu'on l'a vu précédemment, les sanctions peuvent être importantes si vous faites des erreurs ou encore des omissions. Parce que si l'administration se met à considérer que c'est volontaire de votre part, ce qui est souvent le cas quand elle n'a pas de preuve contraire, vous allez devoir payer un certain nombre de majorations. Vous pouvez donc décider de ne pas prendre de risques et de vous faire aider. Vous avez alors plusieurs options. Vous pouvez pour l'instant passer par un avocat ou encore par un expert comptable. Ils s'occuperont de faire la déclaration à votre place, ce qui en principe devrait éviter un certain nombre d'erreurs. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ne plus appréhender de réaliser vos obligations fiscales et vos obligations sociales en tant que chauffeur VTC. Nous espérons que ces renseignements vous ont permis d'y voir plus clair dans cette matière relativement complexe qu'est la fiscalité et les régimes sociaux. N'oubliez pas, ces notions peuvent vous apparaître comme étant relativement complexes, mais en réalité, il suffit d'essayer de prendre du recul et de comprendre vraiment pourquoi ces impositions sont là, à quoi servent-elles, comment dois-je les déclarer, quelles sont les sanctions si je ne les déclare pas. Ce sont autant de questions que vous pouvez appliquer à tous les impôts et qui vous permettront d'y voir plus clair et de dédramatiser l'ensemble des obligations fiscales et sociales qui vous concernent en tant que chauffeur VTC, que vous exerciez votre activité par l'intermédiaire d'une auto-entreprise ou encore d'une société, même si on l'a vu qu'il faut faire attention lorsque vous êtes sous le statut d'auto-entrepreneur, parce que vous bénéficiez d'un certain nombre d'exonérations potentielles et vous bénéficiez également de régimes spéciaux. Nous avons fini de faire le tour des obligations fiscales et chauffeurs VTC et j'espère que ce sont maintenant des notions qui vous paraissent beaucoup plus claires.